Où est ma cocaïne? La flamme! Ma cocaïne! Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, on va parler de Gisèle Pelicot, on va parler de Pierre Palmade, on va parler de la Cour suprême britannique et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez le début de la série de vidéos sur Jamel Debbouze. Et on me rejoint aussi sur la nouvelle chaîne, le Bronx de Mousse. Vous avez été nombreuses et nombreux à vous abonner. Merci beaucoup, vous êtes les boss. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va commencer cette vidéo par la polémique du jour. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a une mode en ce moment avec l'IA. Vous pouvez créer votre starter pack. On avait par exemple ce starter pack de Kylian Mbappé avec la Coupe du Monde, le drapeau français, etc., etc. Il y en a eu d'autres avec Thomas Pesquet par exemple. Enfin, et vous pouvez même créer le vôtre. Il faut savoir que certains ont utilisé des starter packs pour faire de l'humour noir. Par exemple, on a eu le starter pack du petit Grégory et il y en a eu d'autres, mais celui qui a fait polémique donc dernièrement, c'est celui de Gisèle Pelicot. Le voici. Et en général, dans ces cas-là, on en revient toujours au même point, Charlie. Est-ce que c'est Charlie? Est-ce que c'est pas Charlie? Ah bah, je suis désolé. Enfin. Bah, si on est Charlie. Mais moi, je suis Charlie. Moi, je suis la une de Charlie. Oui, mais c'est pas Charlie qui les fait. Ah, mais d'accord, mais tu vois, la une de Charlie. Là, ça te pose pas de problème. La une de Charlie a suscité un émoi pas possible. Alors, c'était impossible de faire une caricature, bon, qui est limite. Ben, c'est Charlie, hein, c'est toujours un peu limite. Ce truc-là, c'est limite. Alors, franchement, alors là, si Gisèle Pelicot est un sujet sur lequel il ne peut même pas y avoir un demi-centimètre d'humour, je sais pas. Noir. Mais oui, c'est de l'humour noir, bien sûr, c'est de ouais. l'humour noir. Et Gisèle Pelicot, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle a subi l'horreur absolue, qu'on est tous ravis que tous ces violeurs soient en tôle, et j'espère... Pour ma part, je pense qu'il y en a certains, ils n'ont pas pris assez. Ils auraient dû prendre beaucoup plus. Mais il n'empêche qu'on ne va pas faire toute une histoire. Parce que maintenant, Gisèle Pelicot, c'est l'icône à laquelle on ne peut plus toucher. En plus, là, il ne s'agit même pas de faire la glorification du viol sous emprise chimique. C'est pas ça. C'est comme la blague de Charlie Hebdo. C'est de mauvais goût. Mais oui, c'est de mauvais goût. Alors, on n'a plus le droit. Ah, bah, le mauvais goût n'existe plus. Non, mais c'est pas que j'ai dit. Moi, j'adorais le starter Ercilia Soudé. Il est très mauvais goût aussi. Alors, je vous avoue que je suis un très grand amateur d'humour noir. Ce starter pack ne m'a pas fait rire. Je sais pas pourquoi, mais je vous avoue que celui du petit Grégory, bah, j'ai bien aimé. En fait, l'humour noir, c'est de rire à quelque chose pour lequel il ne faudrait pas rire. C'est ça, en fait, l'humour noir. Et les gens confondent rire et se moquer. C'est pas parce qu'on rigole qu'on se moque. Ça devient drôle parce que, justement, c'est pas censé l'être. C'est ça, le potentiel de l'humour noir. Enfin, en tout cas, pour moi. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bon, comme vous le savez, l'intelligence artificielle est en train de prendre de plus en plus de place dans notre société. Mais ne vous inquiétez pas trop, il y a quand même certaines inventions avec l'IA qui sont complètement éclatées. Regardez celle-ci. Cette IA appelle vos parents ou grands-parents à votre place si vous n'avez pas le temps ou pas envie. Pour environ 30 $ par mois, l'IA d'InTouch discute avec vos proches, vous envoie un résumé de la conversation et indique même l'humeur de la personne âgée. Alors à Tech & Co, on a essayé le service et l'appel a donné ça. Je m'appelle Marie et je suis l'assistant IA d'InTouch. Comment allez-vous aujourd'hui? Je m'appelle René et je suis en maison de retraite. C'est un plaisir de vous rencontrer, René. Je me sens un peu seul, j'aimerais que mes petits-enfants me rendent visite. Ah, chat. J'espère que mes appels vous apportent un peu de compagnie et de réconfort, René. Bon, clairement, le service fonctionne, mais c'est hyper froid et impersonnel. La version anglaise est un petit peu plus naturelle et complète, mais ça soulève toujours des questions éthiques. Pour le fondateur d'InTouch, son service est un complément aux contacts familiaux et pas un substitut aux interactions humaines. Ouais, c'est de la merde. Allez voir vos grands-parents, c'est important. Je vous assure, aujourd'hui, j'ai plus de grands-parents. Et je vous avoue que ça fait un manque. Allez les voir. Alors je pense que vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais moi je suis né et j'habite toujours à Toulon. Et à Toulon, le sport principal, le plus important, c'est le rugby.
Le rugby, le ballon ovale, c'est rigolo, c'est les copains. Et on a un club qui nous est très cher, c'est le Rugby Club Toulonnais, le RECT. Et dans l'histoire du RCT, il y a un homme quand même important, c'est Mourad Boudjelal. Alors, il est plus dans le sport, plus dans le rugby, c'est un éditeur, mais il est aussi sur le plateau des grandes gueules de RMC. Et même si j'ai des différends avec lui, je trouve qu'il a parlé Frenchy. Alors quand je dis j'ai eu des différends avec lui, c'est pas directement. Voilà, je suis pas toujours d'accord avec lui. C'est juste ça que je voulais dire. Moi, j'avais l'impression hier, quand on voit l'imposition de ce pays, à quel point elle est confiscatoire, quand on voit ce que coûte le travail, j'avais l'impression de Macquereau qui disait à ses tapins, vous bossez pas assez, vous ramenez pas assez. C'est l'impression que ça m'a donné. Voilà, il faut faire plus de clients le soir, parce que là, vous ramenez pas assez de pognon. Alors, je ne sais pas si François Bayrou a fait appel à un cabinet à la McKinsey pour lui sortir tous ces beaux tableaux avec des flèches de toutes les couleurs. Ce que je voudrais lui expliquer à François Bayrou, la première chose, c'est que peut-être qu'on ne travaille pas assez, mais nous, Français qui ne travaillons pas assez, on paye plus de taxes que tous les autres pays qui travaillent beaucoup plus, avec notre niveau d'imposition. Ce qui veut dire que le pognon, on le ramène. Il n'est pas là le problème. Le problème est la façon dont il le gaspille et dont il le dépense depuis des décennies. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que je suis assez surpris que lui soit surpris, que dans un pays où le coût du travail est insensé, il est surpris qu'on ait moins d'emplois, moins de travail, que dans des pays où le travail est beaucoup moins taxé. Moi, je ne suis pas surpris, je n'ai pas besoin d'un cabinet pour m'apprendre ça. Quand les choses coûtent beaucoup plus cher, elles se vendent beaucoup moins que quand elles coûtent moins cher. Donc si déjà, il lâchait la grappe à tous les entrepreneurs de ce pays, s'il arrêtait de les criminaliser quand ils essaient de travailler et de faire avancer l'économie de notre pays, contrairement à nos politiques, peut-être qu'on travaillerait plus et que ça irait mieux. Et ensuite, je vais apprendre simplement à ces petits cabinets qui ont travaillé pour notre Premier ministre que la qualité du travail n'est pas une question de temps. Ça n'a rien à voir. C'est une question de compétence et de productivité. La productivité n'est pas liée au temps. La productivité est livrée à la compétence, à l'engagement, à l'envie. Donc si on met en place une politique dans ce pays pour que les gens aient envie, simplement envie d'accompagner leur entreprise et de travailler main dans la main plutôt que face à face et des fois l'un contre l'autre avec toutes les règles qu'on a mis en place dans le Code du travail, peut-être que ça ira aussi beaucoup mieux. Voilà, c'est une consultation et comme je sais que l'État a quelques problèmes financiers en ce moment, je ne la facturerai pas. Alors bien évidemment, on peut nuancer les propos de Mourad Boudjelal parce que c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Si on l'écoute demain, c'est presque les États-Unis. J'exagère un petit peu. Mais dans le fond, je vois ce qu'il veut dire. À une seule condition, c'est si les entreprises jouent le jeu derrière. Parce que si le coût du travail est moins cher, mais que derrière les entreprises n'embauchent pas ou n'augmentent pas les salaires, bah là, ça sert à rien. Direction maintenant le Royaume-Uni où la Cour suprême britannique a rendu un jugement, a statué sur une loi. Elle a statué que la loi définit les femmes comme des personnes nées biologiquement de sexe féminin. We were in a really difficult place in Scotland then. We thought we were going to see rights for women rolled back, and today the judges have said what we always believed to be the case, that women are protected by their biological sex, that sex is real, and that women can now feel safe, that services and spaces designated for women are for women, and we are enormously grateful to the Supreme Court for this ruling. Une décision qui a fait réagir en France, notamment la coprésidente de l'association Trans Santé. Et c'est vrai que les femmes trans en prennent plein la figure à chaque fois. C'est elles qui sont le plus agressées. Et ça parce qu'en fait, alors on peut l'expliquer, j'en ai discuté avec des psychologues, des psychiatres et autres, c'est ce qu'on peut aussi appeler un peu l'angoisse de la castration chez les hommes, c'est le masculinisme. Et moi, je l'ai bien vu d'ailleurs quand j'ai fait ma transition et surtout mon coming out. Où encore une fois, c'est pas des transphobes. Hein, je veux pas rentrer non plus dans cette appellation, mais notamment de la part des hommes, cette incompréhension. Et pour caricaturer, je dirais, c'est cette incompréhension d'être dans le clan des maîtres du monde et soudainement choisir autre chose. Et oui, et passer dans le sexe faible. Petit moment détente. Je suis tombé sur une vidéo pépite sur Twitter. On va parler de théorie du complot. Préparez une boîte de Doliprane. Vraiment. Je crois que j'avais bien mal jugé l'humanité. Hein. Je voulais vous dire que j'ai une nouvelle héroïne. C'est Katy Perry.
Je vous montre des images et après on en parle. Les bras levés vers l'espace, une petite fleur à la main, la chanteuse Katy Perry embrasse le sol après un voyage de 11 minutes dans l'espace. La star faisait partie d'un équipage entièrement féminin qui a été propulsé à 100 km de la Terre grâce à la fusée Blue Origin. Pour ce vol, la chanteuse ici en apesanteur était accompagnée de 5 autres femmes. Occupons l'espace! Une journaliste, une réalisatrice, une scientifique de la NASA, la représentante d'une ONG et Lauren Sanchez, la fiancée du milliardaire. C'est merveilleux. Même pas un petit tremblement. Mais même pas. Franchement, c'est mon héroïne, hein. Moi, je serais tombée dans les pommes déjà à plus de 3 fois la vitesse du son. Je suis pas sûre que j'aurais résisté. Mais là, respect. Toute fraîche, toute pimpante. Alors que la dame, elle a fait 100 km, hein, pour monter. À 3218 km/h, donc à plus de 3 fois la vitesse du son. Hein. Après, elle est redescendue, mais on ne sait pas à quelle vitesse. On sait juste qu'ils ont atterri à 8 km/h. Et qu'ils ont fait 60 km en haut. Donc elle a fait 100, 60 et 100 en moins de 11 minutes. Elle aurait pu mourir 17 000 fois. Et elle tremble pas. Franchement, c'est mon héroïne. Puis vous aussi, tous ceux qui ont cru à ça, vous êtes mes héros. Je vous aime. Y a pas un truc qui cloche dans mon équation. 260 km, moins de 11 minutes, atterrissage, 8 km/h. Y a rien qui vous choque. Bah, si rien vous choque, bah voilà. Tant mieux pour vous. Vive l'humanité. Ah là là, quelle belle courbure de la planète. Ouais, je vous l'ai juste mis au ralenti, hein. Déjà, la courbure, elle est magnifique. En plus, ils avaient vraiment pas de chance. Il y avait tout le territoire qui est recouvert de nuages. Alors, quand elles ont décollé, il faisait grand beau. Mais c'est triste que quand ils étaient en haut, bah, il y avait des nuages partout. Ah là là. Moi, j'aimerais juste qu'on fasse une prise de sang à cette femme. C'est juste pour me rassurer. Si elle est clean, c'est chaud. Ouah, c'est chaud, là. Franchement. Au moins, si on me dit, elle a pris des trucs, elle a passé une soirée avec Gérard Fauré ou avec Pierre Palmade, je serais un peu rassuré. Mais si elle a rien... On a déjà parlé plusieurs fois de Nasdaq, notamment de sa télé-réalité, la Chienté TV. Il se passe des trucs de ouf, il y a des gens qui se battent, il y a une meuf qui montre ses seins en direct. On est passé à ça du ban. Dommage. Et là, on a eu une séquence. Franchement, quand je l'ai vu, j'y ai pas cru. Je croyais que c'était une mise en scène. Mais non, c'est très sérieux. C'est... Regardez. Tu vas aller en enfer, toi. Jeune Amadou, ramenez un banania. Regardez, continuez à boire de l'alcool, il n'a pas retenu la leçon. Vous allez aller en enfer, monsieur. Oui, vous avez bien entendu, il a dit banania dans le plus grand des calmes à un enfant de 6 ans, ouais, parce que le minot, il a 6 ans. Alors, il dit continue à boire de l'alcool. J'en sais rien. Mais en tout cas, le banania, on est sûr. Hein. Mais c'est... Bah, on est où, quoi? Alors, certains ont dit, ouais, il est en train de boire de l'alcool, il lui dit de ramener du banania, genre une boisson au chocolat. Ouais, enfin, c'est marrant, il y a du Nesquik, il y a du Poulain, il y a plein de trucs, et il lui dit banania. Surtout que, en tête, comme ça, si je parle de chocolat au lait ou chocolat en poudre, j'ai plus tendance à penser à Nesquik qu'à banania, quoi. Mais bon. Au rayon des nouvelles qui ont beaucoup fait parler, il y a aussi la libération de Pierre Palmade. Enfin, libération, c'est un bien grand mot, bien évidemment. Il porte un bracelet électronique. Ah d'ailleurs, je sais pas si je vous ai montré le starter pack de Pierre Palmade. Celui-là, il est sympa. Où est ma cocaïne? La ma cocaïne! Yeah! Ces images, c'était la sortie de prison. Et cette image, en direct, vous la voyez à l'instant. Pierre Palmade qui vient donc d'être déposé devant chez lui par sa sœur. Pierre Palmade qui va peut-être dire quelques mots. Et vous le voyez, c'est Pierre Palmade qui rentre donc chez lui. Vous sentez comment? Sa sœur qui habite exactement en face de sa maison.
Pierre Palmade qui est donc rentré chez lui. C'est ses premières images de Pierre Palmade en direct et la maison en face, c'est la maison de sa sœur. Il n'est pas impossible que le juge d'application des peines lui ait aussi ordonné l'ordre de ne pas communiquer, de ne pas parler. Ça peut aussi faire partie... Peut-être aussi qu'il n'en a pas du tout envie. Et alors, par ailleurs, il en a et honnêtement, ça, je pourrais le comprendre. Et tout de même, dans le processus, il y a quand même eu un appel du parquet. C'était pas non plus inintéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu deux débats. Il y a eu le juge d'application des peines et le parquet avait fait appel, non pas sur le principe de sa libération, mais sur les horaires. Sur le volume des horaires. Voilà. Et donc, il y a eu de nouveau un débat et la chambre d'application des peines aurait pu infirmer et refuser à Pierre Palmade ce mode de détention et la chambre a confirmé avec un aménagement plus strict des horaires. Donc, il y a eu des débats contradictoires, il y a eu un appel, il y a eu 2 étages juridictionnels et à chaque fois, on a considéré que compte tenu justement de la nature des soins que devait suivre Pierre Palmade, eh bien, il était éligible à ce mode de détention. Et rappelez qu'en première instance, lorsque la peine est tombée, Pierre Palmade a décidé de ne pas faire appel. Il n'a Donc pas fait appel. d'accepter sa condamnation et la peine qui accompagnait cette condamnation. Il n'a pas fait appel et je voudrais juste rappeler qu'il avait eu ses derniers mots. Si j'ai une seule pensée, un seul mot, c'est pour les victimes, qu'elles puissent se reconstruire le plus rapidement possible. Je le souhaite de tout mon cœur, je les ai vues en vrai et ça m'a choqué. Et je pense que ces mots ont compté aussi dans son dossier et dans ce qui se passe aujourd'hui. On va terminer avec le témoignage d'un forain, il s'appelle Gilbert, il va donner plus de précisions sur ce qui se passe à la Foire du Trône et vous allez voir que son témoignage est édifiant. Ça se passe bien les après-midi, tout ça, il n'y a aucun souci. C'est un peu le soir, les bandes ils viennent et ils sont non droits, ils ont tous les droits. Et, ils viennent ça se passe comment? C'est-à-dire, vous dites, ça vient en bande et ça fait quoi? Ça provoque quoi, Gilbert? À l'entrée, on a des vigiles, c'est surveillé. Mais ils rentrent 2 par 2, 4 par 4. Et puis après, ils se regroupent et ils viennent pour foutre le bordel, on va dire. Pour embêter les gens. Et nous, on est là pour amuser les gens, distraire les familles, tout ça. On n'est pas là pour se défendre et se battre. On n'est pas là. Et au niveau du préfet, c'est compliqué parce que vous connaissez bien la situation de la France. Il n'y a pas assez de policiers. On fait comment? Il ne faut pas nous envoyer les brigades en permanence. Et quand vous dites embêter les gens, qu'est-ce qu'ils font concrètement? On va dire, ils essayent de les racketter, de faire des choses comme ça, vous voyez, de secouer, et puis ils se battent entre eux. Les familles, quand ils voient que ça, ils veulent plus venir à la Foire du Trône. Oui, parce que je lisais aussi qu'on profite aussi de la Foire du Trône, pour certains, pour faire les règlements de compte entre bandes. C'est-à-dire qu'il y a une bande qui vient d'un côté, il y en a une qui vient de l'autre, et puis ça devient le terrain d'affrontement, quoi, la Foire du Trône, c'est vrai? Oui et non, parce qu'ils viennent pour essayer de voler, pour être chez eux, quoi. Ils pensent qu'ils sont comme dans les cités, chez eux, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Gilbert, on a vu des images de ce qu'on appelle les razzias, c'est-à-dire que il y a une bande qui arrive à 10 ou 15, qui se précipite sur un stand, où le forain, en général, est ou tout seul, ou avec sa compagne, ou avec un salarié, et puis on essaie de rafler tout ce qu'il y a sur le stand, c'est ça? C'est ce qui se passe aussi? Il s'est passé ça l'autre fois. Nous, on essaie d'intervenir, mais c'est pas notre problème. Le problème, si on fait ça, après on a des poursuites, il y a des caméras partout, on est convoqué. On peut pas faire n'importe quoi. Moi, Gilbert, je suis étonné parce que j'ai l'image des forains, quand on dit l'expression une patate de forain, j'ai l'image des forains qui se défendent et qui maintiennent une forme d'ordre sur les fêtes foraines. Et là, vous dites que même les forains sont dépassés et ne parviennent plus à gérer ce genre de choses? On est dépassé, mais on pourrait intervenir plus, mais on ne veut pas le faire. Parce qu'après, quand il arrive des choses, on est convoqué, on passe au tribunal, et c'est encore nous qui avons tort. Et comme d'habitude, c'est les gens qui bossent qui sont en tort, quoi. Mais vous dites que vous avez des vigiles à l'entrée, mais pas suffisamment, alors si je comprends bien, Gilbert. On a des vigiles, mais les vigiles, ils fouillent les gens. Ils ne sont pas là pour faire l'ordre sur la fête. Pour faire régner l'ordre. On est sur la voie publique. La voie publique, c'est compliqué. On peut pas faire n'importe quoi sur la voie publique. Je pense que malheureusement, on va arriver à un drame à la Foire du Trône avant la fermeture de la saison. Je vois pas comment on ne peut pas en arriver là. Le pire dans l'histoire, c'est que grâce aux vidéos, on sait ce qui s'y passe. Et ces vidéos incitent d'autres jeunes à venir faire la même chose. C'est une spirale sans fin. C'est terrible. Et je pense qu'on va arriver avant la fin de la saison à un drame type règlement de compte, une bagarre qui a mal tourné, une famille qui est prise dans un mouvement de foot, j'en sais rien. J'espère me tromper, hein, mais ça me paraît assez évident. Personnellement, je suis un fan des parcs d'attractions, plus parcs d'attractions que fêtes foraines, mais ça m'arrive d'aller dans des fêtes foraines. Tu vas pour t'amuser, te détendre. Je sais pas, s'ils ont envie de se battre, allez régler vos comptes dans la forêt. Pourquoi dans une fête foraine?
Il y a des familles, des enfants. Pouah, je comprends pas, moi. Je sais même pas pourquoi je cherche à comprendre, en fait. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous avez la première vidéo de la série de vidéos sur Jamel Debbouze. On s'abonne au Bronx de Mousse. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Nous, messieurs, dames, on se retrouve pas avant samedi prochain. Parce que, comme je vous l'ai dit, je pars une semaine au Qatar. Vous allez me manquer. Mais si vous voulez suivre un petit peu mes aventures, ajoutez-moi sur Instagram. Je mettrai des stories, des photos. Vous pourrez me parler, je répondrai, il n'y a pas de souci. En attendant samedi prochain, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.